Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande ma joie de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Le sommaire. Selon les communiqués de la mairie d'Ouvira, un délai de 5 jours a été accordé aux personnes qui ont gardé des biens de l'État lors de pillages ayant précédé les retraits de la coalition de l'armée rwandaise et les M23FC de les déposer à la mairie d'Ouvira ou aux autorités compétentes. Sanctions disciplinaires après la finale de la CAN 2025. La commission discipline de la CAF a rendu public les sanctions infligées aux différentes parties impliquées, marocaines comme sénégalaises. Heureusement pour lui, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala n'a reçu aucune sanction. Au Nigeria, à Lagos, les habitants ont manifesté leur colère quant aux expulsions forcées ces jours-ci. Ces derniers dénoncent la démolition des logements dans plusieurs quartiers informels. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal sur TV5 Monde. Invité du journal, l'ancien Premier ministre congolais Augustin Matata Mponyo est revenu sur sa condamnation. Vous le savez certainement qu'il a été reconnu coupable des détournements de près de 250 millions de dollars américains. À ce sujet, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo estime n'avoir pas été jugé conformément à la loi et il a qualifié son procès de tribalo-ethnique car il dit n'avoir été jugé que par les personnes appartenant à la tribu du président de la République démocratique du Congo. On l'écoute. D'abord, je dois préciser que, en ce qui me concerne, du point de vue du droit, je n'ai jamais été condamné. Et pourquoi? Parce que la Constitution congolaise, sur base de laquelle toute la justice doit être prononcée, recommande à ce que tous les citoyens soient jugés conformément à la loi. Non, il faut d'abord comprendre que si quelqu'un n'a pas été jugé, il a le droit de se protéger. Pourquoi est-ce qu'on doit juger quelqu'un en dehors de la loi? La Constitution, les lois du pays ont été jetées pour uniquement condamner quelqu'un qui a refusé de travailler avec le gouvernement. Tu sais qu'elle dit? Et je ne suis pas obligé, madame, conformément à ma quête de dignité, à ma quête d'honneur, de pouvoir travailler avec un régime qui est totalement versé dans le détournement des fonds publics et dans la corruption. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? C'est un jugement tribalo-ethnique. Aujourd'hui, les gens regardent la rébellion. Mais quels sont les problèmes profonds de la rébellion? C'est la mauvaise gouvernance. Jamais la RDC n'a été mal gérée comme elle est aujourd'hui. On ne peut pas avoir un pays avec 5 milliards de dollars de budget. Quand j'étais Premier ministre, le salaire était payé le 15 du mois, les routes étaient modernisées, les compagnies ont été créées, compagnies aériennes, compagnies de transport en commun, avec un budget de près de 16 milliards, toutes les routes sont défoncées, toutes les compagnies sont tombées en faillite, les gens ne sont plus payés, la monnaie se déprécie. Bref, c'était une catastrophe naturelle avec au centre la mauvaise gouvernance, un déficit chronique de leadership.
Je l'ai dit en titre de ces journaux, la mairie de la ville d'Ouvira informe à la population dans un communiqué que plusieurs biens de l'État ont été pillés dans différents services publics lors du passage de rebelles du M23 FC. Ces communiqués officiels a été signé par le maire adjoint de cette ville d'Ouvira, Aki Farah Kapenda. Suivez. Les maires adjoints et maires intérimaires de la ville d'Ouvira, Kifaraka Kapenda Kiki, informent la population d'Ouvira que de biens de l'État ont été pillés dans différents services étatiques par les rebelles du M23 AFC. Il se peut que certains de ces biens aient été jetés et abandonnés par ces pilleurs avant leur retrait de la ville. À cet effet, un délai de 5 jours, soit du mercredi 28 janvier au lundi 2 février 2026, est accordé à toute personne qui aurait ramassé et gardé le bien de l'État et de paisibles citoyens, de les ramener immédiatement à la maire d'Ouvira et ou aux autorités compétentes. Les maires adjoints et maires intérimaires de la ville précisent que les services de sécurité organiseront très bientôt les opérations de bouclage dans différents quartiers de la ville. Quiconque sera attrapé avec le bien public, objet et de paisibles citoyens, victimes du pillage, sera sévèrement puni conformément aux lois en vigueur. Les maires adjoints et maires intérimaires de la ville d'Ouvira, Kifaraka Kapenda Kiki, invitent par la même occasion la population d'Ouvira et de ses environs de collaborer étroitement avec les services de sécurité pour dénicher les récalcitrants. Fait à Ouvira, le 28 janvier 2026, le maire de la ville d'Ouvira à l'intérim, Kifaraka Kapenda Kiki, maire adjoint. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka a lancé hier mercredi 28 janvier 2026 à l'hôtel du Fleuve à Kinshasa, la capitale de la RDC, l'initiative système d'alerte précoce pour tous en présence de plusieurs personnalités, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa et tant d'autres personnalités. Ceci vise à protéger l'ensemble de la population contre les catastrophes naturelles et sanitaires d'ici 2027. On écoute la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka dans cet extrait choisi par votre rédaction. Le gouvernement de la République attache à la prévention des catastrophes, à la protection des vies humaines et à la sauvegarde de l'économie nationale une importance particulière. Ma présence à ces assises traduit ma conviction de gouverner, c'est prévoir et que l'anticipation des risques doit désormais être au cœur de l'action publique. Mesdames et messieurs, le changement climatique, la démographie galopante, couplée à l'urbanisation sauvage et aux constructions anarchiques, augmentent les risques de catastrophes récurrentes dans notre pays, rendant les populations et les infrastructures très vulnérables. Et je pense qu'ici à Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville ne nous dira pas le contraire avec tout ce que nous avons subi ces dernières années. En outre, les impacts du dérèglement climatique, tels que les inondations, les sécheresses et les épidémies, continuent de provoquer des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, l'affaiblissement des économies locales et des pressions sur les finances publiques. Face à cette triste réalité, le statu quo n'est plus une option. Il est impératif de rompre avec une approche essentiellement réactive, coûteuse et insuffisante pour bâtir un système national fondé sur la prévention, l'anticipation et la résilience. C'est dans cette dynamique que le gouvernement, sous la haute impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, a engagé des réformes majeures dans le domaine de la gestion des risques de catastrophes et ce en parfaite cohérence avec le cadre de Sendai 2015-2030. Aujourd'hui, notre pays peut légitimement se prévaloir, comme l'a indiqué Monsieur le Vice-Premier ministre, d'une stratégie nationale de gestion de risques de catastrophes et d'une politique nationale de gestion des risques de catastrophes. Ces acquis constituent des fondations solides pour la construction d'un système national moderne et efficace de réduction des risques.
Il témoigne de la volonté politique claire du gouvernement d'inscrire la protection des populations parmi ses priorités stratégiques. Les systèmes d'alerte précoce multirisques représentent de ce fait un outil essentiel pour concrétiser cette ambition. Ils permettent d'agir à temps, de sauver des vies, de réduire des pertes économiques et aussi de renforcer la sécurité des citoyens ainsi que leur confiance dans l'action de l'État. Prenons cette actualité. Le gouverneur Grace Bilolo va répondre devant la justice après examen et débat. Sans surprise, l'Assemblée provinciale a autorisé au procureur général près la Cour de cassation à ouvrir instruction judiciaire à charge du gouverneur Grace Bilolo. Le bureau s'est réuni le mercredi 28 janvier 2026 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation souhaite le gouverneur Bilolo pour le présumé détournement d'environ $1 million américains selon les conclusions de la mission d'enquête de l'inspection générale des finances IGF au Congo central. Revenons à Kinshasa, la capitale de l'RDC. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en RDC, Eslam El Mekwabd, a été reçu hier, mercredi 28 janvier 2026, par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aïganagato. Les échanges ont porté sur l'état de relations bilatérales, le suivi des mécanismes de coopération existants et la perspective de renforcement du partenariat entre les deux pays, la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Madame la vice-ministre sur plusieurs sujets pertinents qui concernent les relations entre nos deux pays dans le présent et dans le futur. Y compris la signature de quelques accords, où on est exactement, la participation au niveau du NEPAD, quelques sujets qui reviennent sur les relations entre les pays en RDC elle-même. Le message de l'Égypte a été toujours clair. On soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'RDC. Et on manque jamais d'opportunités de marquer notre position, soit dans nos échanges bilatéraux ou dans les différentes réseaux régionaux ou internationaux. Et tous nos déclarations vont dans cette direction. Écoutez, on a toujours proposé que l'Égypte intervienne ou qu'elle soit faire partie de la solution. On est un grand pays africain. On a une relation historique avec la plupart des pays. Et donc, si on nous propose, si on nous demande d'intervenir, on est là. Le souhait, c'est que moi, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout du potentiel des relations entre deux pays. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus d'investisseurs égyptiens en RDC, plus de présence touristique des Congolais en Égypte et vice-versa. La paie des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de janvier est désormais effective en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion tenue à Kinshasa consacrée à l'évaluation de l'évolution des opérations de paie du premier trimestre de l'exercice budgétaire, a rassuré les comités de suivi de la paie des agents de l'État, qui a annoncé que les instructions fermes ont été adressées aux banques commerciales afin de garantir les paiements réguliers et ponctuel de salaire de militaires. On l'écoute. Sur instruction de la hiérarchie, il s'est tenu aujourd'hui, en date du 28, une réunion du comité suivi de la paie, une réunion autour de laquelle ont été conviés les FARDC, la police, l'INACOPE et les opérateurs de paie, c'est-à-dire les banques. C'était juste pour évaluer les débuts et constater les débuts de la paie du mois de janvier. À l'issue de cette réunion, toutes les instructions ont été données aux différentes banques commerciales pour faire en sorte que les enseignants, les militaires, les policiers et les fonctionnaires puissent toucher leur argent en temps réel.
Et les banques ont été réceptives, ils ont reçu cette instruction parce qu'en recevant les listings, en recevant les fonds, directement, les banques doivent s'exécuter. Tous les opérateurs aussi. Donc nous rassurons aussi toutes celles et tous ceux qui sont fonctionnaires que la paye a bel et bien commencé depuis la semaine passée à travers les banques et ça continue. Sûr et certain que tout le monde touchera son salaire d'ici là. Donc les banques ont été obligées de prendre toutes les mesures possibles, que ce soit parce qu'ils ont les listings, ils ont les fonds et aussi en sorte pour exécuter cette paye-là. Donc je dois rassurer ici la population sur instruction du gouvernement que la paye est déjà effective. Et puis la direction des recettes du Nord Kivu, DGRNK, s'est réunie pour évaluer les performances et planifier les actions opérationnelles pour 2026. C'est après justement la promulgation du budget provincial. L'objectif est de doter le gouvernement de moyens nécessaires pour mettre en œuvre sa politique. La presse locale nous en dit un peu plus. L'administration fiscale, mieux, les responsables des entités fiscales en province, chapeautés par la Direction générale de recettes du Nord Kivu, sont en session de planification d'actions opérationnelles exercice 2026, assortie de l'évaluation 2025. Ces assises de 29 et 30 janvier 2026 visent la définition des stratégies de mobilisation de recettes afin d'atteindre les assignations budgétaires évaluées à 2 450,77 $ par mois, conformément au budget promulgué par le général-major Somokakule Évariste, gouverneur du Nord Kivu. Maître Mouindo Mahali Astron, directeur général adjoint de la DGRNK, renseigne que c'est pour doter la province de moyens de sa politique. Nous avons reçu de par la Constitution et toutes les lois pertinentes de la République la mission d'encadrer, de collecter les recettes publiques provinciales pour permettre au gouvernement provincial de financer les projets d'intérêt général en faveur de la population de toute la province du Nord Kivu. Il invite les participants à un travail assidu en vue de relever les défis érigés en obstacles. C'est de comprendre que la contribution aux charges publiques, c'est un devoir pour tout citoyen qui veut être digne d'être appelé citoyen ou patriote. Cette séance de travail qui portait la signature de la Direction générale de recettes du Nord Kivu, DGRNK en sigle, c'est le front fiscal en cette période de la guerre d'invasion étrangère. Je l'ai dit en titre de ces journaux, à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Le 18 janvier 2026, la commission des disciplines de la CAF a rendu son verdict. Ce jeudi 29 janvier 2026, les sanctions ont été imposées aux deux nations sénégalaises et marocaines. Sachez que l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise, Pape Thio, est suspendu, mais aussi le joueur Achraf Hakimi de Maroc et tant d'autres joueurs, comme l'explique Roger Matadi. La Confédération africaine de football CAF a imposé des sanctions aux fédérations sénégalaises et marocaines de football ainsi qu'à certains joueurs et officiels pour les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Sanctions contre la Fédération sénégalaise de football. Suspension de Pape Bounantiao, entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise pour 5 matchs officiels de la CAF et amende de 100 000 $ américains. Suspension d'Iliman Cheikh Baron Ndiaye, joueur de l'équipe nationale sénégalaise pour 2 matchs officiels de la CAF. Suspension d'Ismaïla Assar, joueur de l'équipe nationale sénégalaise pour 2 matchs officiels de la CAF. Amende de 300 000 $ pour les comportements antisportifs de ses joueurs et de son staff technique. Amende de 15 000 $ américains pour la mauvaise conduite de son équipe nationale. Sanctions contre la Fédération royale marocaine de football, suspension d'Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale marocaine pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis. Suspension d'Ismaël Saïbari, joueur de l'équipe nationale marocaine pour 3 matchs officiels de la CAF et amende de 100 000 $ américains.
Amende de 200 000 Américains pour les comportements inappropriés des ramasseurs de balles du stade. Amende de 100 000 $ américains pour les comportements inappropriés de ses joueurs et de son staff technique. Amende de 15 000 $ américains pour l'utilisation des lasers par ses supporters. Notons que la Confédération africaine de football CAF a rendu sa décision dans les dossiers des sanctions liées aux récentes compétitions continentales. Bonne nouvelle pour l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala. Aucune faute n'a été retenue contre lui et aucune sanction ne lui a été infligée par la commission disciplinaire. À Lagos, capitale économique du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants dénonçant justement la démolition des logements dans plusieurs quartiers informels. Je l'ai dit en titre de ce journal, les habitations déplacées accusent les autorités d'émener des évictions massives sans compensation ni solution des relogements. France 24 pour les détails. Des scènes de chaos dans les rues de Lagos. La police tire des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants qui réclament des compensations pour la démolition de leurs maisons. Ces habitants des bidonvilles de la capitale économique du Nigeria accusent les autorités d'avoir mené des opérations de déguerpissement sans préavis ni plan de relogement. Ma maison a été démolie. Mon église a été démolie parce que mon mari était le pasteur de l'église. Tout a été démoli avec toutes nos affaires. Nous n'avons plus rien. La plupart de mes frères dorment sous le pont à Outumara. Des tensions qui surviennent alors que des milliers de personnes ont été déplacées à Makoko, longtemps l'un des plus grands quartiers flottants d'Afrique, où la pêche et le commerce informel faisaient vivre des générations entières. Je transporte des marchandises de Lagos à Cotonou en bateau. Depuis qu'ils ont démoli tout le quartier, tous mes clients se sont dispersés et l'activité commerciale ne reprend plus. Je suis simplement bloqué. Des familles ont fui avec enfants et personnes âgées, tandis que des écoles ont également été rasées. Pour les autorités de l'État de Lagos, ces démolitions visent à faire respecter les règles d'urbanisme, réduire les risques environnementaux et prévenir les inondations, assurant que les constructions étaient illégales et dangereuses. Mais en l'absence d'un plan officiel de relogement, de nombreux déplacés se retrouvent démunis, ne sachant où ils passeront la nuit. On en est au rappel de principaux titres à présent. Selon le communiqué de la mairie d'Ouvira, un délai de 5 jours a été accordé aux personnes qui ont gardé des biens de l'État lors des pillages ayant précédé le retrait de la cohésion de l'armée rwandaise et les M23 FC de les déposer à la mairie d'Ouvira ou aux autorités compétentes. Sanctions disciplinaires après la finale de la CAN 2025. La commission spéciale discipline de la CAF a rendu public les sanctions infligées aux différentes parties impliquées, marocaines comme sénégalaises. Heureusement pour lui, l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala n'a reçu aucune sanction. Au Nigeria, à Lagos, les habitants ont manifesté leur colère quant aux expulsions forcées ces jours-ci. Ces derniers dénoncent la démolition des logements dans plusieurs quartiers informels. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Demain, retrouvez Roger Matadi à la présentation de la grande édition. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Portez-vous bien. Que l'Éternel soit avec vous. Au revoir. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.